parler des prix internationaux, des enjeux vraiment totalement contemporains, à travers plusieurs exemples. Et on a commencé avec Morgane Vasta, qu'on connaît, spécialisée littérature jeunesse, formatrice, qui a plein de casquettes, et notamment celle de membre de plusieurs prix dont elle va nous parler. Donc elle parle un peu de cette expérience. Et Gilles Busco, qui est maître de conférence à l'Université de Strasbourg en littérature et langue germanique, et qui nous parlera d'un autre prix, qui est le prix franco-allemand de la littérature pour la jeunesse. Voilà, donc on va commencer avec Morgane, si tu veux bien. Est-ce que tu veux bien m'assister pour faire... Mais oui, je t'ai promis cette assistance. C'est ça. Bon, 1, 2. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie pour votre invitation et je suis honorée de pouvoir partager mon expérience du jury de prix littéraires internationaux. Comme vous le voyez, je vais être dans mes feuilles pour rester dans les temps. Voilà. En 2024, j'ai été jurée du prix Golden Pinwheel, remis en novembre à la Foire du Livre Jeunesse de Shanghai, et du prix Hans Christian Andersen, révélé à la Foire de Bologne en avril. Je me présente très rapidement, je suis professionnelle du livre jeunesse depuis 20 ans cette année, c'est mon anniversaire. J'ai commencé comme apprentie libraire et aujourd'hui je suis tout terrain, voilà c'est résumé. Et je fais aussi partie de l'organisation IBI dont je partage les valeurs. J'ai gardé quelques souvenirs de mes aventures cette année et je voudrais introduire mon propos en vous présentant l'un d'eux. Merci, regardez ça, c'est très pratique, merci Mathilde. The Earth Passport, le passeport de la Terre. C'est un leporello que m'a offert Yukiko Hiromatsu, qui est autrice pour la jeunesse, critique littéraire et membre d'IBI Japon, et qui était jurée avec moi du prix Golden Pinwheel. Ce dépliant touristique international édité par BL Publishing propose à l'enfant de traverser les pays de 20 artistes. C'est un livre-objet qui commence par un message, donc je cite, avec mes traductions. Les artistes de la Terre demandent à tous ceux que cela concerne de laisser le porteur du passeport, enfant de la Terre, passer librement et sans entrave, et en cas de besoin, de lui apporter toute l'aide et la protection possible. Et ça m'a tout de suite fait penser à ce qu'a écrit Elzbieta en introduction de l'enfance de l'art. L'enfant et l'artiste habitent le même pays. C'est une contrée sans frontières. Pourtant, quand on est juré, pour échanger sur cette littérature jeunesse, on en rencontre beaucoup des frontières. Celles de nos propres valeurs, le cadre géopolitique dans lequel on a grandi, notre sensibilité esthétique, notre culture, la philosophie et les arts qui les ont portés. Une autre frontière, c'est celle de la langue, dont on a déjà parlé, quand on lit des textes pour la jeunesse, d'où le rôle fondamental des traductrices et traducteurs littéraires qu'il faut défendre particulièrement aujourd'hui. La frontière de la langue, on la rencontre aussi quand on veut s'exprimer dans un contexte international. Prenons par exemple le prix Golden Pinwheel, catégorie Book Publishing, dans laquelle j'étais. Voici des photos souvenirs sur lesquelles on essaie de réfléchir beaucoup. Nous étions 5 jurés, dont 2 chinoises, qui avaient des interprètes en anglais. Donc Xiao Aozi, artiste et professeure en école d'art. Je vous ai apporté un de ses livres. Elle travaille avec des motifs d'habits traditionnels, c'est très beau. Et Yao Hong, qui enseigne à l'université de Nanjing. Et il y avait aussi Yukiko Hiromatsu, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est autrice et qui a été traduite en français, donc je vous aussi, comme ça vous pourrez fêter plein de livres à la fin, qui parlait anglais, et John Clason, qui est finalement celui qui a eu le moins de mal à trouver ses mots, puisqu'il est canadien et qu'il vit à Los Angeles. Pour terminer cette histoire de frontières, il y en a une aussi qu'on va rencontrer par exemple avec ce jury, c'est celle de notre bulle professionnelle. Médiatrice, chercheuse, artiste, éditrice, on n'est pas forcément attentif aux mêmes choses dans un livre pour enfants. La complexité du dialogue tient donc à la fois des échanges interculturels, mais aussi de leur dimension interprofessionnelle. Alors, je vais à présent très rapidement vous présenter chacun des prix. Le prix Golden Pinwheel a été créé en 2015 en partenariat avec la Foire de Bologne, avec un système calqué sur les Ragazzi Awards. C'est un prix auquel peuvent participer librement les jeunes entre 16 et 39 ans, publiés ou non, et les candidatures proviennent du monde entier. Le prix est directement associé à la Foire du Livre de Shanghai, où se négocient les droits et où les échanges interprofessionnels se font. Et les objectifs et les modalités de ce prix sont bien sûr alignés avec tout ça. Je cite:
Golden Pinwheel a pour objectif de créer des ponts entre les artistes et les éditeurs, les marques et les annonceurs pour la jeunesse, tant au niveau local qu'au niveau mondial. Ainsi, à l'issue de notre travail de jury, les illustrations et les coordonnées des 50 finalistes sont diffusées, un peu comme des portfolios finalement, dans l'idée de faire connaître les artistes aux éditeurs. Ils sont diffusés donc sur le site du prix, via une expo à l'entrée de la foire de Shanghai, qui devient ensuite itinérante, et dans un catalogue d'exposition que voici. Il y a une photo qu'il faut que j'enlève de dedans, avant qu'elle circule. Voilà. Et donc, pour vous donner une idée du ratio cette année, nous avons reçu 2050 participations à la catégorie Book Publishing, avec 72 pays représentés. Évidemment, c'est un prix qui se passe à Shanghai, c'est comme si on faisait un prix à Montreuil, hein, donc on a 66% de participation chinoise. Et voici les 10 pays les plus représentés, et on voit qu'on n'est pas tout à fait dans la même zone géopolitique, bien entendu. Et puis, chaque année, il y a des nouveaux. Alors là, on a le Luxembourg avec la Barbade, l'Afghanistan, Cuba, etc. Donc c'est intéressant parce que ça donne accès à des images auxquelles on n'a pas toujours accès en Europe. Ok, on a reçu toutes ces images. Mais en tant que jury, il faut d'abord, dans un premier temps, faire passer ce corpus de 2050 dossiers à 50 artistes. Et cette étape de sélection s'est déroulée en ligne pendant un mois, de juin à juillet dernier. Alors à quoi ressemblent les candidatures, de 2150 candidatures? Eh bien, chaque artiste envoie 5 illustrations autour d'un même thème. Alors des fois, il y a un fil rouge et un petit texte explicatif de 4-5 phrases, qui s'est trouvé assez souvent en chinois, donc c'était un peu rock'n'roll à traduire, mais je suis encore là pour en parler, et depuis je prends des cours. Voilà. Les participations à ce stade sont anonymisées, on n'avait pas accès ni au nom ni à la nationalité des candidats, même si j'ai reconnu certains titres édités. Reconnaîtrez-vous celui-ci, par exemple, qui a été finaliste cette année? Je le passe un peu rapidement, mais ça vous dit quelque chose? Ah, je vois que, voilà, je vois des gens qui... Les couleurs sont beaucoup plus jolies sur mon écran, je tiens à le dire. Eh bien, hop là, vous l'avez reconnu peut-être, c'est Jean Mallard. Donc vous voyez, je disais le portfolio, ben, vous avez toutes ces coordonnées et il a été édité chez Actes Sud en 2022. Donc voilà un exemple. Le lauréat, attendez, je suis allée un petit peu vite. Excusez-moi, oui, j'ai oublié ça qui est très important. Pour illustrer mon propos sur les frontières dont je parlais tout à l'heure, je vous montre ici une autre série d'illustrations qui a été finaliste et pour laquelle moi, je n'avais pas forcément d'affinité, mais parce qu'il me manquait un niveau de lecture. Vous voyez ici, vous avez la description. Les points éclatent sur un léopard, un cerf, un oiseau. Les points éclatent sur moi et la beauté de la nature se condense en point unique sur mon visage. Et en fait, c'est ça que je veux illustrer aussi, c'est l'importance d'un jury international, c'est que je n'ai pas la connaissance du fait que dans certains pays d'Asie, des enfants sont discriminés pour leur tache de rousseur. Et évidemment, les jurés chinoises et japonaises nous ont expliqué, parce que John Clason non plus ne savait pas, et donc ce qui permet d'avoir une seconde lecture, et là c'est culturel cette différence, c'est un petit exemple, mais il y avait des exemples beaucoup plus, hein, j'ai été sympa, mais voilà, c'est intéressant de se dire qu'on a besoin en fait de ces échanges pour comprendre ce qui nous vient d'ailleurs, et donc voilà mon illustration, et la suite se passe à Shanghai juste avant le début de la foire, donc on se retrouve physiquement pendant une matinée pour choisir parmi les 50 finalistes dont on peut enfin découvrir les images en grand. Donc on va choisir une lauréate internationale et une lauréate chinoise. Alors je suis désolée pour la qualité, mais pour des questions de droit, j'ai été chercher les photos de l'exposition. Si vous voulez les voir en beau, ils sont sur le site du prix Golden Pinwheel. Et puis nous avons 3 mentions. Donc là, nous avons une artiste iranienne, une artiste chinoise et celui-là, je l'aimais beaucoup, un artiste mexicain. Donc le lauréat chinois se voit offrir un voyage à la foire de Bologne, je vous rappelle que c'est dans le cadre d'une foire, et le lauréat international se voit offrir un voyage à la foire de Shanghai. Donc on est toujours dans cet esprit, les jeunes artistes vont rencontrer des éditeurs, animer des masterclass et participer à des tables rondes. Alors il a fallu que j'aille à l'autre bout du monde pour la rencontrer. À Shanghai, j'ai rencontré donc Maeva Rubli, jeune artiste suisse lauréate du prix Golden Pinwheel 2023. Hop là, merci beaucoup. Et pour préparer mon intervention aujourd'hui, je lui ai écrit et je lui ai demandé l'impact de ce séjour et de ce prix dans son parcours. Et voilà des extraits de ce qu'elle m'a répondu.
Après avoir été à la foire de Shanghai, j'ai l'impression d'avoir une meilleure compréhension du marché international. Sur place, j'ai fait des rencontres professionnelles très inspirantes qui m'ont ouvert des portes et qui sont parfois très difficiles à ouvrir en tant qu'illustratrice. Je pense par exemple aux longues files d'attente pour présenter des projets. Le prix donne une crédibilité et une reconnaissance au travail. J'ai des contacts vers qui je peux montrer des projets futurs ou en cours. Ça a été très intéressant de parler avec des maisons d'édition chinoises pour comprendre leur stratégie. J'ai reçu des opportunités de mandat pour des livres, mais les conditions n'étaient pas favorables. J'ai préféré prioriser mes projets personnels. Donc, le prix Golden Pinwheel récompense des artistes au début de leur carrière et je boucle la boucle en vous parlant à présent du prix Hans Christian Andersen. Donc, le petit prix Nobel de la littérature pour la jeunesse récompense tous les 2 ans un ou une autrice et un ou une artiste qui ont une œuvre remarquable et dont on célèbre le parcours. D'immenses noms de la littérature pour la jeunesse y ont été reconnus, dont Suzy Lee et Mario de Muraille en 2022, alors que Viviane Ezrati était membre du jury, quelle aventure, et Sidney Smith et Heinz Janich en 2024, et j'étais jurée de cette session. Alors pour vraiment comprendre les coulisses du travail de juré, je vous recommande de lire l'article très complet de Viviane, paru dans la revue des livres pour enfants numéro 314 et accessible en ligne. Et pour comprendre l'impact du prix sur les vies des artistes, vous pouvez lire les traductions françaises de leurs discours, faits par Asmig, sur le site de Takamtiku. Je ne vais donc pas parler de ce que j'ai fait en tant que juré. C'est un travail d'1 an de lecture et d'échange parce qu'il y a déjà matière sur le sujet. Je vais toutefois vous enjoindre à aller voir la liste de recommandations de 20 ouvrages qu'on aimerait voir traduits, proposés par le jury en 2024. Et j'ai par exemple apporté un très très beau livre, alors là, amusez-vous, À toi, du néo-zélandais Gavin Bishop. C'est un documentaire qui présente la mythologie maori, et vous l'ouvrez, vous entrez dans un rêve. Il est vraiment très chouette. Je vous incite aussi à prêter attention. Pourquoi ça ne marche plus? À prêter attention. À prêter attention. Non, toujours pas, non. Non, c'était pas ça. Alors, à prêter attendez. On y arrive toujours à la fin, regardez-moi. Excusez-moi, c'est. Hop là. Je l'ai. À prêter attention. Il n'aime pas. Eh ben, vous prêterez attention, je vais vous dire comme ça. Alors, écoutez, je passe directement là, comme ça je sais que c'est affiché. À prêter attention aux shortlists. Autrement dit, à l'ensemble des finalistes qui sont communiqués avant le vote final. On sélectionne en fait 6 autrices, auteurs, 6 artistes. Et c'est ce qui est le plus représentatif en fait du choix d'un jury international, avant qu'on arrive aux finalistes. Et donc regardez bien cette shortlist. Et en dernier lieu, je voulais vous enjoindre, mais ça ne s'affiche pas, c'est pas grave, j'ai un livre. Je vous enjoins à découvrir les contes féministes tissés par la finaliste italiano-brésilienne Marina Colasanti. Ce sont de très beaux textes. L'autrice est décédée en janvier dernier et je voulais lui rendre hommage. Si vous lisez le portugais, parce que c'est en portugais, là je laisse circuler. Voilà, donc je vous enjoins à faire ça. Là ça s'affiche pour l'instant, c'est très chouette. Et je vais plutôt donner voix à d'autres personnes que moi pour vous parler de l'évolution des critères d'un prix littéraire prestigieux, mais aussi de ce qu'induit la discussion entre des jurés qui viennent de différents horizons culturels et géographiques. J'ai donc, il me manque plein de diapos, c'est très bizarre. C'était pas ça du tout, c'était ça, il n'y a rien qui s'affiche. Excusez-moi, c'est intéressant. Bon, bah écoutez, vous n'aurez pas la belle photo de Liz Page, ce qui est fort dommage. Il y a plein de choses qui ne s'affichent pas. Je crois que cet ordinateur est en fin de vie. Bon, écoutez, voilà. Donc Liz Page, qui était présidente du jury 2024, et je vous livre seulement donc, des extraits traduits. Liz Page, qui a traversé, elle est arrivée dans l'IBI en 97, elle a été membre très actif d'IBI. Et voilà ce qu'elle nous dit. Je pense que les prix tels que Hans Christian Andersen, le Bologna Ragazzi Award et l'Alma, le prix Astrid Lindgren, ainsi que les nombreux prix régionaux et nationaux, ont permis aux littératures pour enfants et adolescents d'être acceptées comme des genres légitimes et de ne plus être considérées comme des niches.
La littérature pour enfants a évolué en même temps que la société. Il faut cependant reconnaître que les sociétés n'ont pas changé partout de la même manière. Certaines cultures ont une longue histoire, la littérature enfantine, tandis que d'autres émergent à peine en tant que nation éditrice, bien qu'elles aient une longue et riche histoire de contes oraux par exemple. Le monde de la littérature enfantine n'est pas homogène, mais tout y est vivifiant. Les critères d'évaluation du prix ont été constamment mis à jour pour refléter le monde contemporain. Lorsque le prix Anderson a été créé en 1956, il n'était décerné qu'à un livre et l'exigence était que ce soit un bon livre. Quelques années plus tard, les critères du prix ont été modifiés pour inclure l'ensemble de l'œuvre de l'auteur. Puis en 1966, un prix distinct a été créé pour les illustrateurs. L'un des critères les plus constants est que l'auteur ou l'illustrateur ait apporté une contribution durable à la littérature pour enfants. Avant chaque réunion de jury, les critères sont réexaminés et mis à jour par le jury actuel. Les aspects littéraires et artistiques des œuvres, de toutes les œuvres sont notamment des éléments importants à prendre en compte. Alors je passe plein de choses intéressantes et elles concluent nos échanges ainsi. Les critères se sont plutôt élargis au fil des ans. L'accent est désormais mis sur le lecteur. C'est ça qui a évolué en fait depuis la création du prix. Cet accent mis sur le lecteur et sur la manière dont la littérature peut développer la curiosité et l'imagination d'un enfant. Je pense que c'est l'un des principaux ajouts qui ont été introduits au fil des ans. Alors, j'ai aussi posé des questions à Feng Xiatan, qui visiblement, elle, apparaît à l'écran et c'est très chouette, chercheuse à l'université de Nanjing et jurée du prix Hans Christian Andersen. Elle m'a écrit une lettre très intéressante sur ce qui rapproche et éloigne les jurys d'un prix international. Et moi, évidemment, je vais me concentrer sur ce qui nous éloigne, c'est ce qui est le plus amusant. Et voici ce qu'elle m'a écrit. Donc pareil, c'est ma traduction et des extraits. Les différences, je pense, peuvent être liées à nos contextes culturels et à nos propres goûts esthétiques. L'occidentalisme ou l'eurocentrisme se reflètent depuis longtemps dans de nombreux aspects des échanges culturels mondiaux. Mais nous nous efforçons de promouvoir l'égalité et la diversité. Cependant, notre manque de compréhension de la culture nationale de certains pays nous empêche de comprendre et d'apprécier en profondeur les œuvres de ces régions. En outre, l'importance que nous accordons à certaines caractéristiques de la littérature pour enfants conduit également à des choix différents. Par exemple, certains attachent de l'importance à l'humour, d'autres à la profondeur et à d'autres qualités. Ces différences ont toutefois enrichi nos discussions et nous ont aidés à apprécier la diversité des voix qui s'expriment dans la littérature pour enfants. L'ouverture d'esprit est notre objectif. Nous devons embrasser des cultures et des œuvres différentes, intéressantes et significatives, et célébrer des histoires qui reflètent la richesse de notre monde. Je pense que le prix Hans Christian Andersen joue un rôle essentiel dans la promotion de cet échange. Ah, c'est sympa, mais il manque une case. De nouveau. Bon, écoutez, je la mets là. Hein. Voilà. Ah bah, on voit même plus rien. C'est formidable. Bon. Écoutez, c'est un peu énervant. Oui, c'est revenu parce que je l'ai mis, mais elle ne m'a pas affiché les indices. Oh, je bouge plus. Je voudrais conclure en revenant sur l'idée, il va falloir faire plein de coupages dans le montage vidéo là. Je voudrais conclure en revenant sur l'idée de frontière que j'ai convoquée au début de la présentation. Quand je vous ai dit que j'étais tout terrain, je travaille actuellement sur les ados, les littératures et les intelligences artificielles. Et donc j'ai relu La vallée du silicium de Damasio, ça, et j'ai trouvé un passage que j'ai envie de partager avec vous. Il dit « J'aime les sociétés qui fabriquent des ponts, pas des murs. La formule est facile, elle pose bien la difficulté pourtant. Faire un pont exige de l'art. Une mise à niveau des berges, l'enjambement d'un fleuve, des piliers qu'on construit, des culées, des arcs et des câbles intelligemment tendus. Faire un mur demande juste des briques. Je conclurai là-dessus. Continuons à bâtir des ponts et à vos casques de chantier. Ouh, merci. Merci beaucoup Morgane et merci pour la transition absolument parfaite puisque on a parlé hier de cette question des livres qui construisent des ponts, donc cette fameuse citation de Yella Lepman, et c'est cette citation qui a été directement reprise par les fondateurs et fondatrices du prix franco-allemand de littérature pour la jeunesse
Bücher bauen Brücken. Et voilà, et donc Gilles va pouvoir nous présenter. On va essayer peut-être de trouver le site internet en même temps voilà, que tu parles. Voilà. Alors, bonjour à tout le monde. Un grand merci à Mathilde, aux organisatrices pour cette invitation. Je suis désolé, je n'ai pas de visuel à vous présenter, mais on va compléter. Mathilde a amené un certain nombre de livres, puisqu'il se trouve qu'elle elle et moi faisons partie de ce jury franco-allemand pour la littérature de jeunesse. Et d'ailleurs, Mathilde, tu n'hésiteras pas à compléter peut-être des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Alors, donc ce prix franco-allemand pour la littérature de jeunesse, il a 12 ans d'âge. Je dirais que c'est finalement un prix assez jeune, encore assez récent. J'en fais moi-même partie depuis à peu près 8 ans, il faudrait que je recalcule. C'est un prix qui a émané de la ville de Sarrebruck, et d'ailleurs il est lié, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit qui ont résonné en moi, il est lié à un salon du livre, le salon du livre de Sarrebruck, c'est-à-dire que la proclamation des 2 lauréats est toujours liée au salon du livre de jeunesse de Sarrebruck, qui a lieu traditionnellement au mois d'octobre. Je dirais que la ville de Sarrebruck, ça n'a rien d'innocent, puisque la Sarre a quand même un statut très particulier en Allemagne. Il ne faut pas oublier que la Sarre a été occupée par les Français dans l'entre-deux-guerres, et puis il y a aussi une dizaine d'années, après la Seconde Guerre mondiale, où la Sarre avait aussi un statut très particulier. Il y a eu un référendum pour qu'elle réintègre totalement la RFA, et tout ça a laissé des traces. Il y a pas mal d'écoles franco-allemandes, de lycées franco-allemands. On peut faire aussi une licence franco-allemande de droit. On peut dire que la Sarre est au fond un land francophile, francophone. D'ailleurs, il y a dans la Sarre ce qui s'appelle la Frankreich-Stratégie, c'est-à-dire que chaque élève, quel que soit le type d'établissement, est censé apprendre le français. La Sarre mise, en quelque sorte, sur pas mal de partenariats avec la France et sur un bilinguisme franco-allemand. D'ailleurs, le prix, je vais y revenir tout à l'heure, la proclamation du prix se fait toujours à la chancellerie de la Sarre, en présence du ministre-président de la Sarre, ce n'est quand même pas rien, et de personnalités politiques, entre autres le consul de France à Sarrebruck. Donc il y a au fond une volonté vraiment politique affichée de ce prix qui va dans le sens de l'amitié franco-allemande. Amitié franco-allemande avec laquelle j'ai grandi. Je suis en quelque sorte un produit de la réconciliation franco-allemande. Mon père m'a envoyé très jeune faire des séjours en Allemagne. C'est quelque chose qui tenait très à cœur à mes parents. D'ailleurs, j'ai un frère qui s'est fixé définitivement en Allemagne. Et moi-même, j'ai fait des études de français et d'allemand. Et dans tout ce que je fais, j'essaie de privilégier des approches franco-allemandes. Alors, le but de ce prix, j'en ai un tout petit peu parlé, c'est de mieux faire connaître la langue du voisin, mieux faire connaître la littérature allemande jeunesse aux Français et vice-versa, sachant que peut-être, pour dire les choses de façon très schématique, il me semble que la littérature allemande est moins connue en France que l'inverse, ou la littérature germanophone, peut-être en particulier dans le domaine jeunesse. En tout cas, mieux faire connaître la littérature du voisin, d'où une dotation importante. Est-ce qu'on n'est pas dans les 8 000 euros, je dis ? Oui, c'est ça, dans les 8 000 euros qui comprennent une aide à la traduction, c'est-à-dire qu'il y a 2 lauréats, vous l'aurez compris, un livre français et un livre allemand, avec une aide à la traduction qui, si jamais le fait d'avoir été nominé, peut attirer l'attention d'un éditeur ou d'une éditrice. C'est pas automatique, c'est pas parce qu'on a gagné le prix qu'automatiquement le livre va être traduit dans la langue du voisin. C'est arrivé quand même un certain nombre de fois, et ça on en est toujours très fiers, on en est toujours très content. Et parfois, ça nous fait plaisir aussi, ce n'est pas forcément le gagnant du prix qui est traduit dans la langue du voisin, mais un autre auteur ou plusieurs auteurs de nos shortlists. Nous aussi, on fonctionne avec un système de shortlist. Et donc, on se dit, c'est bien aussi que le fait d'avoir figuré sur une shortlist veuille dire quelque chose. On a toujours tendance à dire aux auteurs, lors de la proclamation, au fond, vous avez tous gagné. Faire partie d'une shortlist, c'est quand même pas rien. Et donc, on est aussi très content quand un auteur de la shortlist a gagné, même si ce n'est pas celui qui est arrivé en première position.
Donc voilà pour le but et la dotation. Le principe aussi, c'est que chaque année, il y a des catégories. Ce n'est pas tous les ans la même chose. Donc, par exemple, cette année, nous donnons beaucoup de mal à lire cette année, c'est la littérature adolescente. C'est peut-être ce qu'il y a de plus passionnant et plus difficile en même temps, parce qu'on doit lire quand même beaucoup de pavés en un temps record. Je vous avoue, je me sens mal à l'heure qu'il est, parce que je ne sais pas comment je vais y arriver, mais bon, voilà. Alors, roman adolescent, roman 7-12 ans, là c'est vraiment très différent, enfin encore que 12 ans, voilà, il y a toujours la question jusqu'où commence l'adolescence, où s'arrête-t-elle. Il y a aussi les albums illustrés, où là évidemment le rôle de l'illustrateur est extrêmement important. Il est important de toute façon, mais vous voyez, dans le roman adolescent, parfois il joue à peine un rôle, alors que bon, là, par définition dans les albums illustrés, il est extrêmement présent. D'ailleurs, à la proclamation des prix, souvent les illustrateurs sont présents. Et puis, dernière catégorie, le documentaire. Le documentaire qui s'appelle Zarbo, par exemple en allemand, où il va être question de sujets très divers, hein, par exemple le métier de restaurateur de livres. Il y a des sujets extrêmement pointus, on est parfois très surpris, mais c'est aussi assez passionnant. Voilà, là vous avez voilà, sélection de l'année dernière sur le thème du documentaire. Donc vous voyez le thème de la mort, par exemple. Aussi Clara Schumann, donc c'était un petit peu un album limite parce que c'était faire découvrir la vie de cette autrice. Un livre sur les toilettes, par exemple, la culture des toilettes, l'art de la table qui a d'ailleurs été primé, qui est un livre à mi-chemin entre un livre d'histoire de l'art et de livres de recettes, parce qu'il y a aussi des recettes très concrètes. Voilà, je vous laisse un petit peu découvrir. Oui, ça. Et puis le livre qui avait été primé en allemand, Und am Nord, un livre autour du stress, donc sujet actuel s'il en est, et particulièrement chez les jeunes. Ça, je le constate beaucoup dans mon métier de maître de conférence, à quel point nos étudiants sont stressés, voire parfois angoissés. Alors, comment fonctionne ce prix concrètement? Nous avons donc 2 jurys parallèles. Un jury français, dont Mathilde et moi faisons partie, un jury allemand, donc 5 personnes, hommes et femmes de chaque côté. Et dans un premier temps, les 2 jurys travaillent de façon totalement cloisonnée. C'est-à-dire, le jury français reçoit plein de livres français, le jury allemand, même chose. Et dans un premier temps, nous nous occupons des livres français, nos amis allemands s'occupent des livres allemands. L'idée, c'est donc de faire 2 shortlists parallèles, 6 livres allemands, 6 livres français. On se rencontre régulièrement à Saarbrück. Par contre, la proclamation de cette shortlist, on essaie toujours de la faire ailleurs qu'à Saarbrück pour mieux faire connaître le prix. Donc il y a eu des proclamations à Paris, il y en a eu à Berlin, il y en a eu à Francfort, il y en a eu à Stuttgart. Cette année, c'est à nouveau Berlin. Voilà. C'est un grand plaisir pour nous aussi de nous retrouver dans différentes villes. Alors déjà, c'est un travail, je pense que vous devez faire la même expérience, c'est un travail à la fois passionnant et un peu masochiste, il faut bien le reconnaître, parce qu'on est obligé de faire des compromis, de renoncer à des coups de cœur, de trouver un terrain d'entente. Ça nous passionne, ça vous l'avez dit aussi, ça nous passionne de ne pas être toujours d'accord. Hein, c'est ce qui rend vraiment l'exercice intéressant, parfois un petit peu douloureux, mais il faut trouver quand même une ligne commune. Alors je dirais que des 2 côtés, nous sommes devenus vraiment des amis, parce que ça crée des liens profonds, on passe quand même beaucoup de temps ensemble. Donc c'est toujours un grand plaisir de se retrouver, puis d'en découdre. Puis trouver voilà, quand même une ligne commune. Parfois, il y a des moments où ça va très facilement, puis il y en a d'autres où c'est souvent vers la fin que ça coince. Voilà, quand par exemple il y a 7 livres et on n'arrive pas à savoir lequel éjecter, là, ça devient un petit peu douloureux. Alors quels sont nos critères? Bien sûr l'originalité,
toujours se poser la question, est-ce que c'est bien un livre pour enfants? Est-ce que c'est bien un livre pour cette tranche d'âge-là? Et parfois, c'est pas si évident que ça. Hein. Parfois, on est vraiment très limite. Donc l'originalité, l'actualité des thèmes, c'est pas forcément lié du tout à un livre qui parlerait de la France ou un livre qui parlerait de l'Allemagne. Donc c'est pas du tout du franco-allemand rigide et étroit. Je pense que ça a été beaucoup dit lors de ces 2 dernières journées. Je n'ai malheureusement pu aller que cet après-midi, mais on n'est pas du tout dans une... Enfin, on n'est pas du tout sur des thèmes fleurs bleues. Ce sont des sujets parfois douloureux, difficiles. La migration, le problème des drogues, des parents défaillants, parfois de la criminalité. On a vraiment eu des thèmes... oui, je pense notamment au Petit Prince de Calais, qui est un livre qui nous avait vraiment bouleversé sur la jungle de Calais. Donc, l'actualité, et puis pas de tabou. Hein, au fond, pas de tabou, mais souvent une approche très poétique malgré tout. Et aussi la question, parfois, est-ce que c'est quand même pas un peu trop dur? Et comment est-ce que c'est traité? Bon, tout ça sont des débats absolument passionnants. Alors, vient donc la proclamation de la shortlist, j'en ai déjà parlé, donc je ne m'étends pas, hein, on essaie de médiatiser au maximum, donc on fait un beau document qui présente les 12 livres, en fait, avec un petit résumé qui donne envie de lire. Il est en ligne aussi, donc je vous invite à regarder sur le site du Prix franco-allemand pour la littérature jeunesse et regarder les shortlists de toutes ces dernières années. Si vous cherchez de très bons livres à offrir selon les tranches d'âge, ben vous pouvez en trouver côté français, mais aussi côté allemand. Vraiment, ça vaut la peine d'aller sur le site. Alors, une fois cette proclamation de la shortlist faite, souvent au printemps, arrive le moment où là, il va falloir choisir côté français notre coup de cœur, notre lauréat, côté allemand la même chose, et c'est là où les 2 jurys vont commencer à interagir. C'est-à-dire que le jury allemand lit la shortlist française, le jury français lit la shortlist allemande, ça veut dire que nous sommes tous capables de lire la langue du voisin. Ça, c'est un des critères pour faire partie, pour être membre de ce jury. Peut-être un petit mot sur la constitution du jury. Il y a quand même des profils très différents. Il y a une autrice pour enfants, je pense par exemple à Géraldine Elschner. Il y a une luxembourgeoise qui était anciennement bibliothécaire. Il y a eu un réalisateur, il y a des journalistes. Je n'ai pas besoin de présenter Mathilde, donc, qui est une universitaire et spécialiste de la littérature de jeunesse. Il y a une traductrice, hein, je pense à Isabelle Enderlein. Moi-même, donc, je vous l'ai dit, j'ai fait des études de lettres et d'allemand. Je commets de temps en temps, à mes heures perdues, des petits ouvrages de jeunesse, des chansons. Enfin voilà, j'ai aussi... C'est un petit peu ce que je fais un petit peu à côté, en marge d'eux, ce qui a peut-être pu faciliter le fait que je rejoigne ce prix avec grand plaisir. Donc, dans cette deuxième partie, lorsque nous nous retrouvons, chaque jury on discute quand même pas mal d'heures. Là, à Sarrebruck, on discute pas mal d'heures, et puis arrive le moment fatidique où les 2 jurys vont se rencontrer. Il y a une sorte de dramatisation, on pourrait presque dire, de ce moment-là. Le jury français dit, voilà, nous c'est à cet ouvrage-là qu'on pense, et le jury allemand va donner un avis, on pourrait dire une voix consultative. Je dirais ça un petit peu comme ça, et vice-versa. Alors parfois, c'est la surprise, c'est arrivé qu'on soit totalement d'accord tout de suite. Donc là, on ouvre le champagne très vite. Mais il arrive le plus souvent qu'on ne soit pas d'accord. Et un exemple qui m'avait vraiment frappé il y a quelques années, il y avait un ouvrage côté allemand, qui parlait d'une mère qui devient folle et qu'on doit emmener à l'asile psychiatrique. Et vous voyez la difficulté du père pour expliquer ça à son enfant. Maman va partir, si vous voulez. Bon. Et c'était un livre difficile, douloureux, et nous ne l'avions pas du tout classé dans nos favoris aussi pour des raisons esthétiques, pour des raisons graphiques, tout ça. Et le jury allemand tenait énormément à ce livre. Et finalement, dans un deuxième temps,
les deux jurys avaient redélibéré chacun de son côté, et finalement le jury allemand nous avait suivis, c'est-à-dire que ça n'avait pas été son favori. Mais parfois, nous, il arrive qu'on ne se laisse pas influencer, c'est-à-dire que... Voilà, cette année-là, c'est ce livre-là qui avait été choisi, donc un Leporello, une sorte d'arbre géant avec des appartements à chaque niveau, puis le revers, enfin, de l'autre côté, hein, des escaliers, mais avec des petites illustrations. Voilà, c'est finalement cet ouvrage-là qui avait été choisi. Hein. Voilà. Je propose d'ailleurs qu'à la fin de mon intervention, que j'espère, enfin, en espérant pas trop vous ennuyer, on pourra vous montrer d'autres exemples. Donc vous voyez, parfois, l'un chez nous est placé en position numéro 1, l'autre en position numéro 6, et entre en ligne de compte des critères, vous l'avez évoqué. Par exemple, l'humour n'est pas le même en France et en Allemagne. Des choses que nous pouvons trouver très drôles, les Allemands ne vont pas forcément les trouver drôles, ou vice-versa. On essaie aussi tous les uns et les autres parfois de placer ces livres. Moi j'ai essayé de faire traduire un ouvrage que j'avais vraiment beaucoup aimé, Mamamouche, j'en avais parlé, un livre allemand, j'en avais parlé à une éditrice de Strasbourg qui m'avait dit, la première chose, si je l'édite, je change la couverture. Cette couverture ne passera pas du tout en France. Donc il y a aussi des codes culturels, je ne vous apprends rien. Donc on s'aperçoit bien qu'on est quand même différents, et c'est heureusement. On ne cherche pas du tout à lisser nos cultures, et c'est aussi ce qui nous fait plaisir. Et quand on n'est pas d'accord entre français et allemand, pardon, ah oui, j'accélère un petit peu, quand on n'est pas d'accord, là on discute, et puis on essaie de trouver une solution. Alors, 2 mots peut-être sur la proclamation finale. Elle a lieu donc au Salon du Livre, en présence d'élèves. Et très récemment, parallèlement à notre prix, il a été créé maintenant un prix des élèves, alors, qui n'est pas aussi doté, hein, voilà, de loin pas, mais ça nous a paru très important que aussi des jeunes de cette tranche d'âge puissent donner leur avis. Donc il y a toujours maintenant depuis des années des élèves par exemple de Sarreguemines qui sont là. Moi-même dans mes propres cours, je fais faire un jury virtuel à mes étudiants. Il se trouve que je donne des cours aussi dans le cadre du master des métiers de l'édition. Donc ça intéresse beaucoup les étudiants de Strasbourg, qui viennent d'ailleurs, maintenant c'est devenu une tradition, ils viennent chaque année à la proclamation du prix, et ils ont aussi leur coup de cœur, donc ils l'annoncent, et ça peut faire plaisir à un auteur de dire, tiens, j'ai pas gagné le prix, mais j'ai eu le coup de cœur des étudiants par exemple de ce master des métiers de l'édition de Strasbourg. Les répercussions sur la traduction, j'en ai parlé, je n'y reviens pas. Au fond, le Covid aussi a paradoxalement permis à faire mieux connaître ce prix, parce que maintenant, cette cérémonie, elle est vraiment diffusée en direct. Donc si ça vous intéresse, je vous invite au mois d'octobre à regarder la proclamation des prix. C'est fait très à l'allemande, c'est-à-dire qu'il y a un orchestre. Les Allemands aiment la musique pour des occasions solennelles. C'est un moment qu'on aime vraiment beaucoup, hein, avec un modérateur ou une modératrice qui va renforcer le côté un petit peu, faire le suspense jusqu'à la dernière minute. Après suit une laudatio en français et en allemand. Alors, pour conclure très rapidement, je pense qu'il est nécessaire de faire connaître ce prix encore plus. C'est ce à quoi on s'emploie. Hein, donc je vous invite vraiment à aller sur le site. Ça peut être des belles idées de cadeaux, hein, d'ailleurs. Et puis peut-être pour terminer, on peut peut-être ensemble montrer quelques exemples, Mathilde. Oui. Alors j'ai juste apporté quelques exemples. J'ai fait circuler déjà Mein Stadtches Baumhaus. On a parlé des derniers lauréats sur le documentaire, donc c'est L'art à la table qui l'a emporté côté français, et le livre sur le stress qui est là, plutôt pour ados. On peut faire circuler. Et puis sinon, vous montrer rapidement, parce que je voudrais vous donner la parole si vous avez des questions, parce qu'il était peut-être un peu plus original. Alors celui-là, en fait, c'est un album sans texte, parce qu'on a parlé des langues, mais en fait, on a aussi un album sans texte allemand. Un album qui s'appelle donc Spinne spielt Klavier, donc l'araignée joue du piano. Et en fait, c'est un album qui incite à faire des bruits, voilà, donc qui passe
des onomatopées, des choses comme ça, voilà, qu'on peut faire circuler. Et c'était ça c'est donc il y a 2 ans, et côté français c'était l'album de Marie Schneider, Éclat et Laki, que vous connaissez je pense aussi. Alors là on avait été d'accord aussi entre nous tout de suite, il n'y avait pas de discussion. Voilà. Donc parfois ce sont on cherche aussi à peut-être faire connaître des jeunes auteurs ou autrices, comme donc le livre qui circule. Et la même année, en fait, côté français, là aussi, il y avait une unanimité tout de suite. Alors, sauf les Allemands, en fait, ils l'avaient adoré, mais ils nous avaient dit c'est pas un livre pour enfants. Voilà. Bon, reste débat évidemment, mais ils l'avaient éliminé, puis on leur a dit, ah si, quand même. Bon, c'est un livre d'art. Pour eux, ça rentrait dans une autre catégorie. Donc, il y a aussi cette question des catégories de livres. Et c'était drôle ce que tu disais sur l'idée de la collègue, je ne me rappelle plus les noms, chinoise, qui disait il y a une européano-centrée, ben en fait non, parce que même sur les 2 pays qui sont censés être au cœur de la construction européenne, la France et l'Allemagne, ben les catégories, les appréciations esthétiques dont Gilles a un peu parlé, parfois il y a des très très grosses divergences. Merci beaucoup Gilles, et donc on a encore, allez, 5 grosses minutes. On a réussi à décaler un petit peu la visite à l'Humathèque. Mais on a encore quelques minutes pour des questions si vous avez encore un petit peu d'énergie. Oui. À propos du prix franco-allemand, mais vous l'avez peut-être dit, et c'est moi qui n'ai pas compris, comment se fait la sélection initiale? C'est-à-dire, alors, il se trouve que je connais mieux les documentaires, comment vous êtes arrivé à cette sélection? Est-ce que c'est des éditeurs qui vous proposent des titres, ou est-ce que ce sont des professionnels du livre qui présélectionnent? Oui. En fait, ce sont les éditeurs qui envoient. Et ça c'est une des questions un peu problématiques. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de faire connaître le prix auprès des maisons d'édition. Et donc, les organisatrices du prix envoient des courriers. Ou nous, on va beaucoup aussi à Montreuil, par exemple. On fait des relances, ou à Francfort, sur les salons, pour qu'ils nous envoient. Donc, il n'y a pas de présélection. C'est les éditeurs eux-mêmes qui choisissent. Ils ont le droit d'envoyer 2 livres à chaque fois, pas plus. Donc ça, c'est hyper intéressant d'aller à Montreuil. Moi, je passe souvent avec Géraldine Lechner, par exemple. On fait tout un tour et on discute ce qui mérite d'être envoyé ou pas. Il y a des éditeurs qui peuvent ne pas participer. Il y a des éditeurs qui peuvent ne pas participer. Mais vraiment, il y a un listing assez complet. Ceux qui veulent, c'est sur la base du volontariat. Ceux qui peuvent aussi, parce que ça implique d'envoyer quand même beaucoup de livres. Il y a parfois des toutes petites maisons d'édition qui envoient beaucoup de livres. Alors, si vous voulez, les quelques minutes qui restent, vous pourrez regarder les livres. C'est peut-être encore mieux que de continuer à discuter. Merci beaucoup, Morgane. Merci, Gilles. Alors, c'est terminé, on ne va pas faire de conclusion et de synthèse. Mais moi, je voudrais simplement aussi quand même donc remercier les collègues de l'université et de la bibliothèque universitaire qui nous ont aidés à préparer ce colloque. Louis Delespierre, qui est responsable du fonds Livre au Trésor, qui a modéré ce matin, mais qui en fait était très présent dans l'organisation. Et Louise Moreau et Axel Koutaz aussi de l'équipe de l'ABU qui ont été une aide très très précieuse pour tous les moments où il fallait aller réceptionner les livreurs de tas de choses qui sont arrivées. Voilà, donc merci beaucoup à tous les trois.